Bonjour à vous. Alors, après un premier épisode consacré il y a quelque temps déjà au groupe de dolmens de Mané-Carioned, vous pouvez retrouver la vidéo à partir de la fiche qui apparaît à l'écran. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur le site de Locmariaquer. Souvenez-vous, nous avions découvert le grand menhir brisé. Eh bien, sur ce site, nous partons aujourd'hui à la découverte du magnifique dolmen de la Table des Marchands. Juste après ceci. Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Situé à l'est de Carnac, en périphérie du bourg de Locmariaquer, le site de la Table des Marchands regroupe trois types de monuments, correspondant à des périodes et des emplois distincts. Nous avons donc déjà découvert le grand menhir, tout proche du dolmen. Je vous présenterai ultérieurement un autre voisin, le tumulus Ergras, antérieur à notre dolmen du jour et dédié à un seul personnage, au même titre que celui de Saint-Michel à Carnac. Place donc à la Table des Marchands, au nom énigmatique, nous y reviendrons. Édifié au début du 4e millénaire avant Jésus-Christ, il s'agit du plus jeune édifice de ce site. Le dolmen n'est pas apparent, car couvert par un double amoncellement de pierres, ce qu'on appelle un cairn, qui est une reconstitution opérée en deux temps au XXe siècle, en premier lieu par Zacharie le Rouzic. Avant cela, le monument apparaissait dans sa structure dénudée, une gigantesque dalle posée horizontalement et dans un équilibre improbable sur trois uniques piliers. Cette reconstitution a fait couler beaucoup d'encre au cours de tout le XXe siècle, puisqu'elle était ressentie comme un saccage du patrimoine local, attaché à une vision quasi romantique du dolmen. Il s'agit pourtant d'une restitution du monument d'origine, avec cette double enceinte de pierre. Nous avons affaire à un dolmen à couloir, s'ouvrant sur une cellule terminale ou chambre funéraire. Il s'agit en effet d'une sépulture collective, au contraire du tumulus Ergras. Le couloir est ici assez facile d'accès, même s'il faut quand même surveiller sa tête. Il nous conduit à la première attraction majeure qui est la stèle de fond. Constituée en grès, cette stèle s'est avérée être le point central d'édification du dolmen. En effet, alors que les piliers et la dalle de couverture sont constitués de prélèvements effectués sur la ligne de stèle du 5e millénaire, on aperçoit encore les trous de fondation, la pierre terminale de la chambre se présente dans son emplacement d'origine, mais dans un autre plan que celui de l'alignement de stèles. Cela donne à penser que cette ligne n'était sans doute pas unique. En tout cas, les 8 rangées de crosses symétriquement réparties sur la surface de cet écusson géant sont un des exemples les mieux conservés au monde de l'art mégalithique. On se perd bien sûr toujours en conjecture sur la signification de ces crosses, et je préfère éluder le sujet ici. Mais la qualité de cette création et le fait qu'elle nous soit miraculeusement parvenue après 7 millénaires, eh bien tout cela vaut un émouvant détour. Signalons aussi que la face désormais cachée de cette stèle recèle également 3 autres gravures qui emportent désormais leur secret dans le cairn qui les enveloppe. La dalle de couverture du dolmen mesure 6 mètres de long, 4 de large, et son poids est estimé à 40 tonnes. On apprécie mieux ces dimensions gigantesques sur les vues du dolmen débarrassé de son cairn. Elle présente elle aussi des gravures, parfois tronquées. La plus visible est une hache sur un manche en forme de crosse. On distingue également une autre crosse. Et enfin, le corps tronqué d'un animal à cornes. Cette pierre est une des 3 parties d'une autre stèle. En fait, il s'agit de la 3e stèle dans l'alignement des fosses, qui débute au grand menhir. Un autre morceau se retrouve dans le tumulus de Gavrinis, situé dans le golfe du Morbihan.
où l'on récupère le haut du corps de l'animal, accompagné d'un de ses compagnons. On y voit aussi la représentation d'un cachalot, qu'on a déjà évoqué à propos des gravures du grand menhir. Enfin, la dernière partie de la stèle originelle a été employée sur le tumulus Ergras. L'interprétation de cette dalle ne peut donc pas être faite dans le contexte de la table des marchands, mais bien dans celui de l'alignement de stèles. Il est cette fois difficile de ne pas y voir une représentation du pouvoir de l'homme, symbolisé par les crosses et la hache, opposée à la nature et aux autres animaux. Quoi qu'il en soit, la théorie sur l'abattage des idoles, environ 5 siècles après leur édification, ou déification pourrait-on dire, cette théorie apparaît ici renforcée. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance, pourrait-on suggérer. Mais l'art gravé dans cette sépulture nous invite à conserver un peu d'espoir. D'ailleurs, les dalles de fond et de couverture ne sont pas les seules à être ornées. Les piliers, qui proviennent souvent eux aussi de la ligne de stèle, comportent également quelques gravures. L'origine du nom table des marchands, avec ou sans S à la fin, n'est pas élucidée. Diverses théories ont été posées mais jamais solidement étayées. L'emploi du mot table est clair bien sûr, celui de marchand reste mystérieux. Il est probable à mon sens qu'on ait affaire à une traduction française phonétique d'un mot breton, procédé plus que douteux, très employé à une certaine époque. Quoi qu'il en soit, il semble que cette table soit à l'origine de la création du mot dolmen. En effet, penchons-nous un instant sur Théophile Malot de la tour d'Auvergne-Corrèze, ou plus simplement la tour d'Auvergne. Né en 1743 et mort sur le champ d'honneur en 1800, il était breton, natif de Carhaix ou des environs, et héros des armées républicaines. Il fut fait premier grenadier de France par le plus célèbre des enfants de la Révolution française, Napoléon Bonaparte lui-même. Il est membre à part entière de l'histoire de la table des marchands. En effet, il prit sa part dans l'étude de la civilisation et des langues celtiques. Il fut sans doute le premier à poser le mot dolmen, qui devint dolmen, pour qualifier la table des marchands. Ce nom générique fut ensuite adopté pour tous les monuments de ce type. Imitant les acteurs du mégalithisme qui réutilisèrent la ligne de stèle idole, les générations suivantes ont retiré les pierres du cairn recouvrant le dolmen. Pour la construction du théâtre gallo-romain, désormais enfoui sous le cimetière du bourg, voire d'une villa gallo-romaine jouxtant le site. Bien, sortons maintenant de ce tombeau de 6000 ans et retrouvons la lumière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce double voyage architectural et artistique. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Avant un prochain épisode sur ce sujet, je vous proposerai la semaine prochaine une parenthèse musicale en vous proposant de découvrir mon nouveau single qui sort vendredi 9 août prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine, de très bonnes vacances si vous êtes toujours au bord des plages ou à la montagne, qui sait. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Kenavo.